Bonjour chers apprenants, bonjour chers parents, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous disons bienvenue dans les locaux de CEDAP France, le siège mondial de nos structures. Et aujourd'hui, nous sommes dans nos locaux, de très beaux locaux. Vous voyez comment nous évoluons. Et c'est dans ce sens également que nous voulons que vous évoluiez, chers parents, chers apprenants. Ainsi, aujourd'hui, nous allons vous parler de cet éternel problème, le logement étudiant. Le logement étudiant dans les pays occidentaux, dont la France par exemple, n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Car venant d'un pays étranger ou même vivant en France, remplir toutes les conditions pour avoir ce logement n'est toujours pas gagné. Parce qu'il faut quoi? Il faut un garant. Il faut quoi? Il faut un parent qui vous cautionne ou un parent chez qui vous pouvez vivre. Au jour d'aujourd'hui, la notion du logement étudiant se pose toujours, car il y a toujours des agences, il y a des structures qui vous accueillent, quitte à savoir, quitte à les reconnaître, les bonnes et les mauvaises structures. C'est pourquoi CEDAP Compass, Cédric Coach CEDAP, votre référence sont là pour vous éclairer sur ces questions d'éducation, toutes ces questions d'éducation, dont le logement. Aujourd'hui, nous recevons dans nos bureaux à CEDAP Compass France, le siège mondial, que je vous inviterai à connaître un de ces jours lorsque vous viendrez en Occident ou dans l'une de ces représentations que nous avons en Afrique et dans le monde, de recevoir Monsieur Mboyo Abraham, spécialiste de l'investissement immobilier, qui est également d'origine africaine, d'origine congolaise, de la RDC, Kinshasa. Il aura l'occasion de se présenter, donc je vais lui adresser la parole tout à l'heure, qui va nous parler du logement étudiant, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment se projeter. Donc, bienvenue aujourd'hui à CEDAP Compass, ce live avec Cédric Coach CEDAP. Je laisse la parole à notre invité, Monsieur Abraham Mboyo. Bonjour Monsieur Darida, bonjour Cédric. Si vous me permettez, on pourra s'appeler par les prénoms, ça serait peut-être plus simple pour fluidifier le débat. Alors effectivement, donc moi je suis Abraham Mboyo, donc je suis congolais, je suis en France depuis un petit moment, donc ça fait pratiquement 16-17 ans aujourd'hui. Alors je suis arrivé un peu comme beaucoup de membres de la diaspora en tant qu'étudiant pour effectivement faire mes études. Donc c'est un sujet très intéressant qu'on va aborder aujourd'hui parce que ça remplit un besoin, on va dire, primaire, dont j'aurai l'occasion effectivement de le détailler. Mais avant de rentrer dans le sujet, peut-être que vous voudriez un peu savoir qui je suis, ce que je fais. Alors très rapidement, si vous voulez, donc moi je suis le président de la société Alpha Capital Investment qui fait du conseil en investissement immobilier. Mais avant ça, si vous voulez, j'ai fait un master à la Sorbonne, donc à Paris-Sorbonne, en 2011 en investissement immobilier. Ensuite, j'ai intégré différentes sociétés, notamment EDF, dans la direction financière et immobilière. Et ensuite, j'ai intégré une banque d'investissement qui s'appelle Natixis, dans sa branche immobilière, qui s'appelle AEW Europe. Donc là, j'ai effectivement évolué dans cette société. Ensuite, je suis parti pour refaire des études. Je souhaitais faire un MBA spécialisé en finance. Donc je suis allé dans la place financière de l'Europe, qui s'appelle donc Londres. Je suis allé là-bas où j'ai passé effectivement 18 mois, où j'ai fait le MBA à London Business School, comme je l'ai dit tantôt. Après ça, donc j'ai lancé Alpha Capital Investment, où on accompagne des investisseurs sur différents sujets, dont le logement, dont l'immobilier, dont le logement étudiant. Voilà un peu plus rapidement ce que j'ai fait jusque-là. Cédric. D'accord. Donc, vous voyez, ce CV prestigieux n'a pas été exempt de tout défi. Et avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir quelles ont été les motivations, qu'est-ce que monsieur Mboyo Abraham pour nous conseiller, pour vous conseiller à vous parents, par rapport à vos enfants, à vous apprenants par la notion de ce projet d'études et pourquoi il est nécessaire de se faire accompagner, de se faire guider dans les choix de l'éducation qui aujourd'hui sont peut-être pas pluridisciplinaires dans certains pays, mais en Occident, ils sont énormes. Exactement, tout à fait. Ça, si je peux dire une chose, si vous voulez gagner du temps, gagner de l'argent également par rapport aux études de vos enfants ou à vos études vous-même, je vous recommande vivement de vous faire accompagner.
d'avoir une orientation. Pourquoi? La raison est assez simple. Lorsqu'on veut aller d'un point A à un point B, et qu'on ne connaît pas le chemin le plus efficient, et qu'une autre personne, une tierce personne a cette connaissance, vous gagnerez en temps et en argent pour passer du point A au point B. En France, ou même dans d'autres pays européens, vous avez une multitude d'informations, de formations. Et avoir quelqu'un dont c'est job véritablement de pouvoir vous apporter les bonnes informations, parce qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a des experts qui ne sont pas experts, qui se disent être experts. Derrière ça, c'est essentiel, ça je tiens à le souligner, parce que moi, j'ai 11 frères et sœurs, donc j'ai derrière également aussi aidé mes frères et sœurs à trouver leur voie. Je peux vous dire que ça prend du temps, énormément de temps, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, et avoir quelqu'un qui vous permet de faire ça, ça vous évite des frustrations, parce que si vous prenez une mauvaise voie, eh ben, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout la voie idéale. Et donc ça, par rapport à ça, en ce qui me concerne moi, j'ai quand même, par rapport à mon parcours, effectivement, ça a été ensuite intéressant, mais j'ai quand même perdu 2 ans de ma vie. 2 ans de ma vie dans une voie qui n'était pas adaptée parce que je pensais que c'était la bonne voie. Et donc ça, si j'aurais pu économiser ces 2 années de ma vie, peut-être que j'aurais pu effectivement atteindre peut-être les meilleurs objectifs par rapport à ce qui était fait avant. Donc ça, par rapport à ce point-là, je tiens vraiment à le souligner. Et ça, c'est un problème même en France. En France, on a vraiment un vrai souci par rapport à l'orientation. Donc ça, c'est un conseil, si je peux le donner gratuitement, puis je ne vous fais pas payer pour ça. Donc je vous donne un conseil totalement gratuit, faites-vous accompagner, ça vous fera gagner du temps, de l'argent et bien sûr de la performance. Merci, merci. Et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. On vient étudier en France, on vient étudier en Occident, on va étudier dans un pays étranger autre que son pays. On peut même étudier dans son pays et faire face à la notion de logement. On se dit, économiquement, le premier réflexe qui vient, c'est de se dire, je cherche un parent chez qui mon enfant peut loger. En se disant, oui, économiquement, ce sera intéressant. Au niveau de la maturité, au niveau de la surveillance, ce sera également intéressant. Je vais laisser M. Abraham nous éclairer par rapport à cela. Le premier point de savoir, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est important de laisser son enfant chez un parent, vivre chez son parent, parce que économiquement, c'est rentable. C'est une excellente question, cher Cédric, par rapport à ce point que vous mentionnez. Alors, avant effectivement de rentrer dans ce vif du sujet, j'aimerais d'abord peut-être poser un cadre rapidement pour qu'on soit bien d'accord de quoi on parle. J'aime bien les définitions, donc effectivement ça permet de parler le même langage. Alors, lorsqu'on parle d'étudiants en France, on parle de 1 600 000 personnes. On est 1 600 000 étudiants en France. Dans ces 1 600 000, vous avez à peu près 360 000 étudiants étrangers chaque année qui sont en France. Et là, c'est par rapport au nombre d'étudiants. Derrière, ces étudiants ont un besoin de se loger. D'ailleurs, je pense que vous les connaissez certainement, même mieux que moi. Si vous prenez votre pyramide de Maslow, avec les 5 niveaux de besoins, vous avez donc le besoin physiologique qui va être de manger, de respirer, parce que si vous ne respirez pas, vous pouvez passer l'arme à gauche. Besoin de boire aussi. Hein. Ensuite, lorsqu'on passe au 2e niveau, qui est celui de la sécurité, si on s'arrête juste à ce niveau-là, vous avez la maison et bien sûr remplir les besoins tels que avoir de l'argent pour pouvoir avoir effectivement tout ce qu'on pourrait s'acheter avec. Revenons sur la partie logement. On a besoin de se loger. C'est-à-dire que lorsqu'on va se loger, on va faire des études, on a besoin d'un cadre qui va nous permettre de pouvoir bien étudier. En France, si vous voulez, il y a différents types de possibilités de se loger. Vous avez effectivement le logement chez les parents. Hein. Quand je dis parents, c'est à la fois les étudiants, même français, je veux dire, qui sont ici, qui vont vivre chez papa et maman en même temps en faisant leurs études. Vous avez ensuite une offre qui va plutôt être le logement public, les résidences universitaires publiques, gérées par le CROUS. Le CROUS, c'est le Centre régional des œuvres universitaires et sociales. Et en fait, vous avez le parc privé. Et dans le parc privé, vous allez avoir 2 nuances. Vous allez avoir une nuance de résidence étudiante gérée par des grands groupes. Et vous allez avoir derrière ensuite des parcs, on va dire, un peu plus classiques, où vous allez avoir des investisseurs privés qui vont effectivement avoir leur appartement et puis gérer comme ça. Ou on va avoir des colocations, on va avoir chambre chez l'habitant. Alors, revenons tout en haut sur la partie logement chez le parent.
Logement chez le parent, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez effectivement votre enfant, pour être plus précis, parce que ça va intéresser nos téléspectateurs. Logement chez le parent, c'est-à-dire que vous avez votre enfant, vous l'envoyez par exemple chez l'enfant qui a envie de faire des études, et vous l'envoyez chez votre frère, chez votre cousin, cousine, très bien. Ça a des avantages et des inconvénients. Alors, parlons d'avantages. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous n'allez peut-être pas avoir à payer un loyer. Ça, c'est effectivement, pour moi, c'est le principal avantage que vous allez avoir. Mais derrière ça, il y a de nombreux désavantages. Et ça, malheureusement, j'ai été moi-même, j'ai envie de dire, un peu dans ce cas. Parce que lorsque vous allez effectivement faire les études, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que la tante ou le tonton pense derrière que vous êtes venu pour l'aider à faire le ménage et à s'occuper de ses enfants. Et donc, malheureusement, moi, par exemple, j'ai été un peu dans ce cas-là et je n'avais pas le temps nécessaire pour faire mes études. Mon job, c'était étudiant, c'est un job à temps plein. Et donc, malheureusement, on n'est pas dans le meilleur cadre qui puisse exister. Derrière ça, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça, c'est important à avoir en tête. Plus longuement, lorsqu'on n'a pas un meilleur cadre pour étudier, les résultats vont s'en faire ressentir. Ça, c'est un point qui est essentiel. De l'autre côté, vous avez effectivement le logement étudiant chez un particulier ou dans le cadre privé ou dans le cadre public. Mais avant de couper, est-ce que vous pouvez donner une anecdote concernant l'expérience de vivre chez un parent? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais raconter, pendant qu'on préparait effectivement l'émission, j'ai raconté effectivement l'anecdote à Cédric. Donc, alors moi, je suis arrivé en France en 2004 dans ces eaux-là, donc je suis allé effectivement vivre chez une tante. Bon, je ne vais pas donner plus d'indications parce que bon, ça peut... Tout à fait, c'est pas l'essentiel. Voilà, exactement. Alors donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, derrière ça, la tante, malheureusement, elle ne me laissait pas vraiment étudier et j'étais là plus pour l'aider, elle, aller faire les courses, aller, comment dire, chercher les enfants lorsqu'ils sortaient de l'école ou les aider, s'en occuper, les garder. Donc effectivement, je n'étais pas du tout en train d'étudier ce pourquoi j'étais là. Donc, on est africain, donc on a ce respect qui est parfois un peu important par rapport à nos aînés. Donc, c'était un peu difficile pour moi de lui dire, tante, je suis désolé, mais je suis là pour étudier. Donc, je souffrais personnellement dans ça parce que je n'avais pas le temps que je pouvais faire. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que, comme on le fait tous, c'est-à-dire que j'ai pu effectivement travailler avec un job d'étudiant. Dès que j'ai reçu mon premier salaire, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ma tante, j'ai dit, ma tante, merci vraiment infiniment de m'avoir accueilli chez vous, mais malheureusement, je pense que je vais prendre une chambre. Alors, elle a été très jeune, elle dit, ah bon? Donc c'était vraiment une petite anecdote, mais effectivement, lorsque j'ai vu la différence, d'ailleurs ça fait une très belle transition, j'ai vu la différence entre lorsque j'étais chez le parent, lorsque j'étais tout seul. Et lorsque j'ai pris ce petit studio tout seul, j'avais une forme d'indépendance véritablement, où je pouvais gérer mon emploi du temps et ne pas être interrompu par les enfants qui crient, les enfants qui parlent, les voisins qui sont là et qui viennent, les amis de la tante, du tonton. Donc je pouvais m'organiser. Ça m'a aussi permis de pouvoir gérer mon budget. Ça, c'est un point essentiel, surtout lorsqu'on débute dans la vie. On se rend rapidement compte lorsqu'on est seul qu'au fait, on doit savoir gérer son budget. Donc il y a vraiment cette partie maturité en termes de personnalité que ça apporte. Outre cela, ce que ça apporte également, comme je dis, c'est le cadre d'études, véritablement. On est dans un cadre qu'on a choisi, parce que généralement, visiter un appartement, on le choisit. Après, on verra peut-être par la suite les difficultés qu'on peut avoir pour l'obtenir. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, on le choisit et on voit que c'est adapté, avec les moyens qu'on peut, bien entendu. Et là, ça nous permet véritablement de nous concentrer uniquement et totalement sur nos études. Et ça, c'est un point qui, pour moi, n'a pas de prix. Mais vraiment, n'a pas de prix. Parce qu'on est sur un marché qui est hyper concurrentiel. À la fin des études, vous devez trouver un job. Ou faire de l'entrepreneuriat, c'est une possibilité. Et les entreprises recrutent les meilleurs. Et pour être meilleur, il faut être performant. Et pour être performant, il faut avoir un cadre. Donc vous voyez, tout ça est un peu lié. D'accord, d'accord. Et par rapport au logement chez le particulier ou vivre seul, parfois il y a des contraintes où l'étudiant n'a pas de parents en France, ou le parent qu'il a ne peut pas se porter garant, ne peut pas se porter caution. Tout à fait. Et comment dans ce cas prendre le logement seul? Quelles sont
les alternatives ou les rouages que vous pouvez conseiller à nos chers parents, bien, comment ils peuvent se préparer en amont? Alors ça, c'est effectivement, c'est une très très bonne question. Donc derrière, alors, c'est ça au fait un peu l'intérêt d'être dans un système qui est organisé. Derrière, vous avez effectivement l'État qui met en place différentes garanties ou cautions. Notamment, vous avez la garantie Visale, qui est celle qui effectivement est actuellement utilisée. Ça permet en fait de garantir pour comment dire, le futur propriétaire, donc le futur bailleur, la garantie d'avoir jusqu'à 36 mois de loyer en cas d'impayé. Donc effectivement, ça permet aux propriétaires effectivement d'avoir une forme de garantie de l'État français. Donc ça, c'est un point essentiel. Ça va au-delà effectivement. Donc ça, par exemple, par rapport à ça, lorsqu'on n'a pas de garantie, et si on y a droit, parce qu'il faut aller aussi vérifier, c'est notamment une possibilité qu'on peut effectivement faire appel ou en tout cas aller chercher et obtenir. D'accord. Et maintenant, dans le choix des villes étudiantes, il y a certaines villes qui sont plus chères que d'autres. Absolument. Parce que lorsqu'on quitte nos pays d'origine, le niveau de vie converti de la monnaie locale en monnaie internationale qu'est l'euro, le coût est parfois exorbitant. Et on se dit, dans ce cas, il faudra peut-être trouver une université qui ne coûte pas cher ou une ville qui ne coûte pas cher. Mais n'oublions pas que la ville de Paris est beaucoup plus chère de toutes les villes de France. Est-ce que vous pouvez apporter un éclaircissement au niveau des grandes villes pour donner un ordre d'idée? Parce que parfois les parents se disent, je peux trouver quelque chose à 250 euros, à 200 euros. Et lorsqu'on leur dit non, il faut compter une moyenne de 400 ou 500 euros, ils se retirent. Alors, ça c'est un point qui est essentiel. Vous allez obtenir ce pourquoi vous avez payé. C'est simple que ça. Vous payez quelque chose à 100 euros, vous aurez la qualité de 100 euros. Vous payez quelque chose pour 500 euros, vous aurez la qualité pour 500 euros. On ne vous trompe pas. C'est aussi simple que ça. Et puis en France, on est effectivement dans un pays qui est développé, on n'a pas de sujet par rapport à ça, où les choses marchent, s'organisent. Mais il y a également ce qu'on appelle des marchands de sommeil. Ça veut dire quoi? Des gens qui louent des logements qui sont insalubres. Et encore une fois de plus, je peux en parler parce que j'ai été victime de ça. Alors oui, tout à fait, j'ai été victime de ça. Pourquoi? Parce que lorsque on a commencé les études avec mes frères qui sont également étudiants en France, on avait loué à un moment donné une maison pour effectivement avoir un logement, parce qu'une fois qu'on était parti chez notre tante, on avait d'abord dans un premier temps, on avait loué quelque chose qui n'était pas adapté ou en tout cas moins cher. D'accord. Je peux vous garantir que c'était horrible. On était en plein hiver, on n'avait pas de chauffage. On était obligé. On s'imagine en plein hiver. Parfois l'hiver, c'est une période très très froide en France. Tout à fait. Il ne fait pas chaud, il fait très très froid et on a besoin du chauffage pour se chauffer. Tout à fait. Oui. Et on n'avait pas de chauffage. Ouais. Et je peux vous dire que vous aviez, on avait froid autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la maison. Hein. Donc on était parfois obligé d'allumer un petit feu à l'intérieur de la maison. Vous imaginez un peu les choses pour se chauffer. Hein. Donc bien sûr on payait un loyer qui était vraiment le minimum de loyer qu'on pouvait obtenir. Mais à l'époque, bien sûr. On est en 2006, quelque chose comme ça. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous avez la qualité de ce pourquoi vous payez. Bien sûr, on peut obtenir des choses pour 200 euros, pour 300 euros et tout ça. Mais attention, moi je dirais simplement, faites attention. Vérifiez bien, posez bien les questions, allez voir si effectivement la qualité y est, si la personne est sérieuse, si effectivement ce pourquoi vous payez reste quand même correct. Parce que je peux comprendre, c'est tout à fait normal, c'est un coût véritablement, et on le cherche, c'est humain de chercher à réduire le coût. Mais il ne faut pas réduire le coût uniquement pour réduire le coût, il faut qu'il y ait aussi une qualité en face. Pour revenir à votre question sur, si on prend la vision un peu française, Paris est un cas particulier. C'est un cas particulier, pourquoi? Parce que vous avez quand même une très très forte demande, une concurrence qui est importante, qui est exacerbée par différents intérêts par rapport à cette ville. Et le prix au mètre carré est assez important. À Paris, on est à plus de 11 000 euros par mètre carré. Un mètre carré, c'est-à-dire 1 sur 1 mètre carré, on est à plus de 11 000 euros de mètre carré aujourd'hui. Vous prenez la première couronne, on est entre 5 000 et 6 000, voire 7 000 parfois, du prix au mètre carré. Donc les loyers sont aussi importants, sont aussi chers. Donc la ville, on va dire, la région Île-de-France est une ville qui est assez chère. Mais vous avez aussi beaucoup de demandes pour cette ville. Ensuite, vous prenez les régions. Dans les régions, vous allez avoir deux parties. Vous allez avoir les grandes villes. Vous allez notamment avoir Lyon, Marseille, Toulouse, Lille, là où on est actuellement. Vous allez avoir Nantes, Strasbourg, enfin, ce sont des grandes villes.
où vous allez avoir un premier marché qui reste intéressant parce qu'il y a une forte demande également. Ensuite, vous allez avoir le second ou le dernier marché qui va être les petites villes, tout petites villes, où vous allez par exemple avoir, si on prend, alors c'est pas vraiment une toute petite ville, mais ça reste quand même une petite ville par rapport à celle que je viens de citer, Dijon par exemple, vous allez avoir Montpellier qui est une ville moyenne, mais qui est petite par rapport à Marseille ou à Lille. Donc vous allez avoir effectivement des plus petites villes qui existent, qui sont là, où vous allez aussi avoir une certaine demande. Bien entendu, lorsque je parle des différents niveaux de vie, donc les 3 niveaux, Paris, les grandes villes de région, les petites villes, bien entendu, vous avez bien compris que le prix au mètre carré est aussi dégressif. Et bien entendu, le loyer est aussi moins important. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez dans une petite ville, le loyer sera moins important. Pourquoi? Parce que la concurrence y est plus faible. Mais par contre, attention, vous ne cherchez pas un logement, vous allez faire des études. Donc, est-ce que votre université ou la meilleure université qui vous prépare à votre futur métier se trouve dans cette ville? Si la réponse est non, vous n'avez aucun intérêt à aller dans cette ville. Et ce n'est pas une question de loyer qui fera que vous allez décider cette ville. C'est une question de quel est mon projet professionnel et quelle est l'université qui me permet de pouvoir me préparer à ce métier. Et si l'université se trouve à Paris, il faut aller à Paris. Vous n'avez pas le choix, il faut vous donner les moyens de vos ambitions. Si ça se trouve à Lille, vous allez à Lille. Si c'est pareil, en termes, je vais dire, de choix, dans ce cas-là, vous pouvez choisir entre ces 3 possibilités. Donc voilà un peu rapidement, comme ça, brosser la différence qu'on pourrait faire sur le prix, les loyers et la formation, bien sûr, qu'il faut le dire. D'accord, d'accord. Merci pour cet éclaircissement. Et il y a également le 3e point que nous allons évoquer, pas des moindres. On peut être étudiant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que, chers parents, vous, votre enfant qui étudie en France, plutôt que de louer et payer un loyer mensuel sur 5 ans, et sans oublier que nos familles africaines, on peut avoir au minimum 2 enfants, voire 3, voire 4. Et si tous doivent venir en France, il y a une autre solution qui est plus intéressante. Lorsqu'on est bien préparé, bien informé, je vais laisser Monsieur Abraham continuer là-dessus. C'est un point qui pour moi est véritablement crucial. Ça c'est vraiment un point qui est super important. Ça c'est vraiment, là je m'adresse donc directement aux parents, c'est un point qui est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tantôt, le logement est un besoin physique. C'est-à-dire, si on revient sur notre pyramide de Maslow, c'est un besoin physique. Que vous le vouliez ou non, votre enfant aura besoin d'un logement. Chaque mois, si vous allez chez un parent, bien entendu on en a parlé, bien sûr, vous n'allez pas avoir de loyer, mais comme j'ai dit, il y a des inconvénients qui peuvent être effectivement néfastes par rapport à son projet professionnel. Dans tous les cas, généralement, ils ne restent pas longtemps, les enfants, ils partent dans un logement à titre individuel. Donc, c'est un point qui est essentiel. Pourquoi? Parce que chaque mois, c'est comme si vous allez vous réveiller chaque matin, vous ouvrez vos fenêtres de votre chambre et vous jettiez comme ça de l'argent par la fenêtre. C'est exactement ça que correspond de payer un loyer. Bien sûr, ça répond à un besoin de se loger. On est d'accord. Il n'y a pas de sujet. L'enfant a besoin d'un logement, d'une chambre pour être en sécurité. Ça répond à un besoin. C'est un juste, effectivement, retour de choses. Mais par contre, si on pouvait transformer ce loyer qui est payé en un investissement, bien entendu, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'aurais vraiment voulu, en ce qui me concerne à titre du coup personnel, que lorsque je suis venu faire mes études en France, que mon père, s'il avait eu les possibilités à ce moment-là, de pouvoir acheter par exemple un immeuble, en plus on était 3, nous, donc pour vous dire, d'acheter un immeuble ou un appartement dans lequel on pouvait se retrouver. Ça, comme je vous ai dit, on est resté locataire pendant pratiquement 7 ans, puisque je vous ai dit, moi j'ai perdu 2 années, ensuite j'ai fait 5 ans d'études ensuite. Donc pendant 7 ans, j'ai payé un loyer. Et en plus de ça, derrière, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est parti? Le propriétaire nous a serré la main. Merci beaucoup d'avoir payé votre loyer. Merci, au revoir. Non, mais c'est vraiment ça. On en rigole, mais c'est vraiment. Imaginez, vous payez, allez, prenons un loyer 400 € par mois chaque mois. Vous payez 400 € par mois, par 12, ça vous fait combien? Ça vous fait 4 800 €. Arrondissons à 5 000 € pour faciliter nos calculs. Vous payez chaque année 5 000 €. Si vous multipliez 5 000 € fois 5, si votre enfant fait 5 ans jusqu'au master, ça vous fait 25 000 € que vous avez payé en termes de loyer. Et à la fin de ça, qu'est-ce qui se passe?
le bailleur vous serre la main, dit merci d'avoir payé le loyer, au revoir. Au lieu de payer ces 25 000 euros en loyer, pourquoi ne pas le transformer en bien immobilier que vous allez acheter? Et en plus, qu'est-ce qui se passe derrière? Lorsque votre enfant veut par exemple partir de ce logement, parce que l'université qu'il veut faire est maintenant dans une autre ville, il n'y a pas besoin, il n'y a pas du tout de sujet, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Comme le bien a été bien acheté, il sera simplement mis en location. Donc ce sera d'autres étudiants qui ont eu l'occuper. Si ce n'est pas ses frères ou sœurs ou cousins qui effectivement l'occupent. Si pour des raisons X, Y, Z, vous souhaitez ne plus effectivement avoir ce logement, eh bien c'est la vente. C'est une cession derrière les studios pour vous dire comment dire, les durées de vente d'un studio dans les villes moyennes, type Lille, c'est une semaine. C'est-à-dire qu'on met sur le marché le studio, s'il est au bon prix de marché bien sûr, parce que y a des gens qui sont un peu gourmands et ça c'est un peu problématique. S'il est au bon prix de marché, c'est une semaine. Et vous mettez une annonce le matin, le soir vous avez au moins 50 mails qui sont arrivés, je suis intéressé, quand est-ce qu'on peut aller visiter? Et ça part très très vite, pourquoi? Parce que la demande est très... Rappelez-vous, je vous ai parlé, je vous ai dit, il y a 1 600 000 étudiants en France. 1 600 000 étudiants. Et l'offre en face de ce 1 600 000, il n'est que de 30 à 40% chaque année. Donc vous avez 60% d'étudiants qui doivent trouver un logement tous les jours. Et c'est vraiment un vrai casse-tête. Regardez les reportages, vous verrez à la rentrée de septembre comment est-ce que les parents sont stressés à l'idée de trouver un logement pour leurs enfants. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Je pense véritablement qu'il est essentiel, si on le peut bien entendu, parce que parfois on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens. Ça c'est important à le préciser. Si on peut le faire, moi je recommande vivement, véritablement, que vous puissiez, plutôt que de jeter de l'argent par la fenêtre, de transformer ça en achetant un bien qui correspondra bien sûr aux études de votre enfant et bien entendu à son besoin de logement pour derrière ensuite le transformer en patrimoine immobilier. D'accord, d'accord. Ces conseils nous ont été très très utiles et je voulais juste que vous rappeliez les différentes aides également que l'on peut avoir en étant étudiant en France, que l'État octroie à des étudiants dont les parents fiscalement ne sont pas très imposables. Est-ce que vous pouvez rappeler ces aides par rapport à la notion de logement étudiant? Tout à fait. La principale aide qui existe, ça c'est un droit bien entendu, lorsque l'enfant effectivement commence à faire ses études, la principale aide qui existe par rapport au logement, après il y a plusieurs aides, mais là je parle uniquement par rapport au logement, c'est l'APL qui s'appelle l'aide pour le logement. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il arrive, il commence à faire des études, en fonction de ses revenus, généralement un étudiant ne gagne pas grand-chose, derrière il a droit au fait à une partie, ça varie bien sûr, ça peut être entre 30 voire 60% du loyer qui est payé par les aides de l'État. Donc ça, c'est pas du tout profiter du système. Ça, par rapport à ça, je suis vraiment serein, il n'y a pas du tout de sujet, c'est un droit de l'enfant. L'enfant vient, il étudie, il paye un loyer, donc c'est-à-dire que là, pour le coup, effectivement, c'est le loyer qui est payé directement aux parents qui louent à l'enfant. Derrière ça, vous avez une partie de ce loyer qui est remboursée, entre guillemets, par les aides de l'État. Donc ça, c'est un droit de l'enfant. Il n'y a pas du tout une question d'aller effectivement plus avant. Et généralement, ce qui va se passer, c'est quoi? Ces mêmes enfants va faire ce qu'on va appeler un job d'étudiant, va payer les impôts dessus. Si cet enfant décide de travailler ensuite en France, payera les impôts. Moi qui vous parle, c'est là où c'est vraiment intéressant le sujet dont on parle, parce que toutes ces étapes, moi je suis personnellement passé par là. Donc c'est-à-dire que concrètement, effectivement, j'ai été aidé pendant tout ce temps effectivement de mes études. Ça m'a permis aujourd'hui d'avoir ce que je suis aujourd'hui et bien entendu je suis très heureux de payer mes impôts en France parce qu'effectivement ce système est là pour aider pendant qu'effectivement on en a besoin, mais également lorsqu'on arrive à un certain niveau, à un certain seuil, on remet effectivement un peu l'ascenseur, on envoie l'ascenseur parce que derrière effectivement on va payer ses impôts pour aussi aider nos jeunes, pas seulement africains mais aussi français qui viennent faire leurs études et qui auront besoin d'APL, reçoivent également des appels. Donc la principale aide à garder en tête, c'est quoi? C'est l'APL, donc l'aide pour le logement, qui couvre entre 30 et 60 voire 70% du loyer qui est payé. C'est-à-dire qu'en réalité, sur les cas dont on parlait tout à l'heure, en réalité, effectivement, vous allez avoir une partie qui est prise en charge par l'État. D'accord, d'accord. Donc, chers parents, chers apprenants, je pense que ce live que vous avez suivi, que vous suivez actuellement, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à une famille, à un apprenant, car ces informations leur seront vraiment utiles.
notre plateforme de l'éducation, Cédric Coach CEDAF, est là pour vous éclairer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cette notion de logement. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant n'est pas bien logé, il ne pourra pas bien étudier, il ne pourra pas se concentrer, il ne pourra pas répondre à l'objectif qui s'est fixé de réussir dans un premier temps et par la suite professionnellement d'avoir son diplôme, soit de créer une entreprise, comme l'a dit Abraham tout à l'heure, ou bien de pouvoir avoir un emploi. Lorsqu'on n'a pas d'emploi, on crée l'emploi. Ce sont des principes sur lesquels nous devons pouvoir se projeter à cette nouvelle génération de parents que vous êtes, d'apprenants que vous êtes. Et pour cela, pour créer un emploi, il faut avoir un bon diplôme, il faut être professionnellement aguerri, bien épanoui. Et pour pouvoir avoir ce beau diplôme, il faut travailler dans des conditions décentes. Et pour travailler dans des conditions décentes, il faut avoir un bon logement qui vous convienne. Toutes ces questions ont été énumérées, comment vivre seul ou bien vivre avec un parent ou louer en investissant. Ce n'est pas dans nos habitudes, c'est un concept nouveau, un concept utile, surtout pour les parents qui ont 3 ou 4 enfants, par exemple. Et vous pouvez vous mettre à 2 ou à 3 pour pouvoir investir. Investir, ce n'est pas seulement investir au pays. Il faut pouvoir investir dans l'éducation de votre enfant de manière à ce que cet enfant puisse avoir un retour sur investissement. Et parfois, ce retour sur investissement, mais pas parfois, souvent, lorsqu'il est bien préparé, lorsqu'il est bien élaboré, vous gagnez 10, 20, 30, 50 fois plus que ce que vous avez investi. Parce que pour que votre enfant réussisse, il ne s'agit pas seulement d'avoir le diplôme. La notion de logement est importante. Et comme l'a dit Abraham, il faut faire attention aux marchands, à ces marchands de sommeil qui vous faites miroiter les différents types de logements. Pas plus tard qu'il y a 2 ans, personnellement, CEDAF Compass a eu à recevoir un apprenant ici à Lille qui avait trouvé un logement. Et lorsque nous sommes allés voir la visite, le logement n'était pas décent. Il a fallu urgemment lui trouver quelque chose de décent, ce qui nous a pris 3 semaines. Mais lorsqu'on se prépare en amont, on finit par mieux atterrir et se mettre dans les conditions pour pouvoir réussir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous n'hésiterons pas à vous répondre en privé sur la plateforme ou en privé. Donc, nous allons dire merci à M. Mboyo Abraham. C'est un parcours exemplaire dont vous pouvez également vous inspirer énormément. Un bon projet d'études commence aussi par savoir où dormir, c'est-à-dire par le logement étudiant. Et ce logement étudiant, on vous a présenté les différentes formes. Vivre chez un parent, les avantages et les inconvénients. Vivre seul, qui présente l'avantage à permettre à l'étudiant d'être autonome et responsable. Et surtout, louer tout en investissant, c'est-à-dire acquérir le bien en France. Vous direz c'est cher. Pas du tout lorsqu'on sait bien planifier. Et cela permettra d'avoir un pied sur terre et d'élever cette épine de logement. Donc, merci, à bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain live. N'hésitez pas à le partager cette vidéo sur nos différentes plateformes et à bientôt. Au revoir. Merci.